langage. Les formes édifiées, sculptées, peintes ou dessinées signifient toujours quelque chose. Elles sont les caractères d'une écriture universelle, et chacun les lit sans savoir lire. Belle ou laide, elles racontent. Un grand tombeau signale un mort illustre, et souvent par les attributs ou par les scènes sculptées, il fait connaître les travaux, le jar de mort et le jar de gloire. L'arc de triomphe décrit aussi les armes, les victoires, les puissances. Cette porte ouverte, des deux côtés sur le monde, invite aux aventures et aux conquêtes sans fin, mais le vide qui est au centre de l'œuvre représente énergiquement aussi ce qui reste de la force, un passage. La pyramide met en forme la chute d'une grande chose et la prépondérance de la loi inférieure, mais par la pointe et les arêtes, elle nous garde d'oublier ce qu'elle efface. C'est le tombeau de l'esprit. Les tableaux peints nous instruisent du costume, des mœurs, du cérémonial. Certes, il reste toujours à deviner, mais il y a ample suffisance en cette apparence fixée. Tout est dit en cette mince surface. De même que des milliers de théorèmes sont en ce cercle nu. Le dessin le plus simple offre un sens que jamais aucun discours n'épuisera. De même, un plan fait connaître un édifice ou une ville, plus exactement mais abstraitement. Nous y pouvons faire plus de 1000 voyages. Toute forme enfin porte aisément un infini de pensées sans parole. C'est pourquoi la convention s'y met aussi. La chouette signifie Pallas et le pan signifie Junon, les colombes et les amours, Vénus. Le coq, l'aigle, le lion sont l'emblème de telle nation et de tel empire. Les armes parlantes du blason sont des modèles du style bref et fort. Belles ou non, ces formes sont également claires, et il arrive souvent que l'importance du fait ou la beauté morale de l'anecdote donne du prix à l'œuvre dont use l'artiste et abuse le barbouilleur. Et il n'est pas mauvais que ce genre d'intérêt préserve une belle œuvre et retienne d'abord l'attention. Toutefois, le sens des formes prises comme langage n'est pas de notre sujet. Et même ainsi qu'il a été dit, une belle œuvre met fin à ses rêveries aériennes et parle d'autres façons. De même, un beau roman n'est pas plus beau lorsque l'on connaît l'événement et les personnages que l'écrivain a pris pour modèle. Seulement, il y a plus de ressemblance peut-être entre un mauvais dessin et un bon qu'entre un bon et un mauvais roman, car le langage des formes est plus près de l'art que le langage des mots. Il n'est pas inutile d'expliquer pourquoi avant d'aborder l'étude de l'art le plus caché peut-être et le dernier venu dans l'histoire humaine. Le langage des formes n'analyse point. Par le dessin ou par la peinture, la chose est représentée toute. Les yeux retrouvent leur objet, simplifié certainement toujours, mais immobile en revanche. Ainsi les pensées du lecteur, si l'on peut ainsi l'appeler, naissent d'un sentiment immédiat. L'esprit ne s'égare point. Cet objet réel présent le reprend toujours comme font les figures du géomètre. Enfin, l'imagination est disciplinée. C'est pourquoi Leibniz avait cette idée d'une écriture universelle qui serait formée de dessins et qui serait un remède à la fureur de parler. Pour mieux comprendre le prix de ces œuvres muettes qui nous ramènent toujours et ne se laissent point déformer, considérons des récits libres non modérés par le rythme, ni par la nécessité d'être entendus de beaucoup d'hommes, ni enfin par la politesse. Le malheur est qu'ici le mécanisme fournit toujours des mots, et, puis encore, s'excite lui-même, produisant par tout le corps l'étrange passion des disputeurs, presque toujours sans objet. Il faut avoir entendu des exaltés, des délirants, des fous pour saisir toute l'importance de cette folie bavarde, et par l'effet d'une réaction bien naturelle. La puissance des discours tout faits ou lieu commun. Les caractéristiques de l'ancien cri, si variées et modulées qu'on le suppose, et qu'il décrit fort mal l'objet, et qu'en revanche il propage, comme des maladies d'un moment, ces mouvements intimes du corps humain qui rompent d'abord nos pensées, et aussitôt les renouent arbitrairement par les liens de surprise, d'amour ou de peur. Ce genre de persuasion, ou plutôt de contagion, est encore enfermé dans nos paroles comme un maléfice. L'éloquence est incantation et magie toujours. La poésie de même et la rime nous persuadent encore. Du moins la poésie et l'éloquence ont leurs règles propres dont l'effet va directement contre le désordre des émotions. Par ces règles, elles sont objets et donnent appui à nos pensées. Mais il fallait à la simple prose d'autres règles qui sont de raison, dès que la suite de nos cris devint par la seule écriture un objet durable dans le monde. Il n'y a point dans l'histoire de l'esprit humain de révolution plus importante que la suprématie donnée au langage parlé par l'invention de l'écriture phonétique. Dans l'ancien langage, fait de gestes et de cris, le geste l'emportait par la description de la chose, et surtout par ce pouvoir de s'imprimer et ainsi de devenir chose, d'où résultèrent ces écritures naturelles,
qui sont monuments, dessins, emblèmes. Le cri comme signal se développa par d'autres causes, dont les principales sont qu'il sert encore pendant la nuit et qu'il réveille. L'invention étonnante de l'alphabet consista en ceci, que l'on écrivit les sons au moyen des dessins les plus distincts et les plus simples de l'ancienne écriture. Par ce moyen, n'importe quelle improvisation pouvait devenir objet. L'esprit se prenait à cet objet sans règle, y cherchait un sens, s'y accoutumait enfin s'il ne pouvait mieux. On a assez dit que la plupart des erreurs doctrinales viennent du langage, mais on n'a pas assez remarqué que c'est le langage écrit surtout qui, en fixant l'erreur, crée un monde d'objets fantastiques sur lesquels s'exercent les commentateurs, d'où l'on voudrait transporter en tout écrit les règles de la poésie et de l'éloquence, destinées à modérer la folie bavarde et écrivante. Mais rien ne peut empêcher que l'écrit, par sa seule existence, devienne une sorte de fait nouveau, objet à son tour d'une étrange expérience qui a ses règles. Le document ou rumeur fixée fait un monde fantastique, mais cohérent pourtant par l'encre et le papier. Un esprit mal cultivé s'égare déjà en écoutant ses propres discours. L'oubli est un prompt remède. Mais comment décrire les pensées d'un homme naïf qui relie ses improvisations? Il est clair que l'invention de l'imprimerie a donné encore plus de poids aux choses écrites, d'où l'on voit qu'apprendre à lire est un mauvais travail s'il n'est pas continué par l'étude des meilleurs modèles qui met en défiance à l'égard de tous et de soi-même. On voit naître ici l'art de la prose. On devine déjà ce mouvement retenu qui lui est propre, et cette sobriété toujours imitée des anciennes inscriptions. Mais avant d'entrer dans cette étude, qui doit terminer le système des beaux-arts, il fallait donner un regard encore à cet honnête langage du geste et aux arts qui en sont sortis. Monuments, statues, tableaux, dessins, sagesse, sans parole. Livre 10e de la prose, des moyens propres à la prose. Il résulte assez clairement de tout ce qui a été expliqué au livre précédent que chacun des arts, et surtout ceux dont l'objet n'est pas le corps même de l'artiste, bien loin de chercher quelques secours dans les arts voisins, s'en sépare au contraire et trouve sa puissance dans les moyens, des moyens et des fins qui lui sont propres. C'est ainsi que la sculpture ne cherche pas le secours de la couleur, mais va à la pensée par la forme immobile seulement, et la peinture au sentiment par la couleur, et le dessin au mouvement par la ligne. D'après cela, la prose, qui est l'art d'exprimer par l'écriture artificielle, doit chercher sa puissance en elle-même, et enfin rester prose, comme la sculpture reste sculpture, et la peinture peinture. Il faut donc examiner la nature de ce langage écrit, maintenant en usage partout où les caractères ne désignent que des sons, sans qu'on puisse apercevoir la moindre ressemblance entre la forme du signe et le son lui-même. Le plus frappant caractère de ce langage est qu'il exprime les objets par les formes, qui ne ressemblent nullement aux objets. Des formes qui ne ressemblent nullement aux objets. Le mieux est de prendre ces moyens hautement abstraits pour ce qu'ils sont, car il semble que tout art va d'autant mieux à sa fin qu'il reste mieux lui-même. Chacun jugera ensuite si ce qui sera dit d'après cela s'accorde avec ce que l'on remarque dans les meilleurs modèles. D'après la nature de l'écriture phonétique, les signes se réduisent à un petit nombre de lettres qui, par leur groupement et leur ordre, forment la multitude des mots. Ainsi, un élément isolé n'exprime rien. Il faut remarquer aussi qu'un élément ne change point l'autre et que les composants restent invariables, comme les atomes des physiciens. C'est ce que le procédé mécanique de la typographie rend encore plus sensible, car le manuscrit, par ses liaisons et abréviations, conserve encore dans ses lignes quelque chose du geste et de la danse. Mais ce qui vérifie déjà nos principes, il s'en faut de beaucoup qu'une page de belle prose soit plus belle dans le manuscrit original. Le propre de la prose est d'abord d'apparaître en sa pureté et abstraction sur la feuille imprimée sans garder trace des mouvements de l'écrivain. D'où l'on peut tirer dès maintenant une importante règle de cet art, qui est que l'impression en doit être uniforme, de façon que les choses qui sont dites ne modifient jamais les lettres. On rirait d'un écrivain qui voudrait tantôt de petites lettres et serrées, tantôt de grandes et espacées, ou bien des lignes montantes et descendantes, des encres de diverses couleurs et ainsi du reste. Aussi n'est-il point bon non plus que les ornements typographiques s'écartent de la tradition et se rapportent trop précisément au sujet. On voit par ces remarques que ces règles de typographie s'étendent bien au-delà de l'art du typographe et pénètrent jusque dans la structure des phrases, car ce qui a été dit des lettres est vrai aussi des mots.
L'art d'écrire, ramené à son principe, consiste à peindre par des groupements d'éléments invariables, non par ces éléments mêmes, et cet art, autant qu'il se cherche, doit rabaisser les mots au rang des lettres. Mais comme il y a bien plus de variété dans les mots que dans les lettres, le son et même l'orthographe pouvant donner puissance à l'un plus qu'à l'autre, il est difficile de ramener les mots à leur rôle d'éléments. Il le faut pourtant d'après l'idée même de la prose. Il y a des mots, et un assez grand nombre, si l'on y fait attention, qui par le son ressemblent à la chose, comme ronflement, murmure, frisson. En quoi il faut distinguer les mots d'usage, où cette ressemblance n'est plus guère remarquée. Les mots rares qui attirent alors l'attention, et surtout les mots inventés à cette fin, s'il n'est pas de la nature de la prose d'être lu tout haut, mais plutôt d'être lu par les yeux, comme on dira. Les effets de ce genre résultant de la sonorité des mots, ils seraient donc déplacés et même en pure perte, et il faudrait les laisser à la poésie et à l'éloquence. Mais il y a mieux à dire là-dessus, dont la poésie et l'éloquence pourront aussi faire leur profit, c'est que par ces moyens étrangers, le vrai mouvement du langage se trouve rompu, et l'attention se trouve détournée de l'assemblage, ce qui va contre la structure du langage, car c'est toujours par une suite de mots convenablement liés que l'on représente des objets, et l'art d'écrire tire plutôt sa puissance de l'assemblage que des mots eux-mêmes. Les imitations par le son des mots seraient donc toujours des fautes contre le goût. Un mot peut avoir puissance aussi par la superstition, comme on voit bien par les noms de lieux qui sonnent autrement pour l'un que pour l'autre, d'après les souvenirs forts qui y sont liés. Ainsi, pour un provincial, le nom de la ville où il a appris la politesse, ainsi les noms exotiques pour ceux qui ont voyagé, ainsi les noms devenus célèbres par l'histoire et par les œuvres. On dit bien qu'il y a une magie des mots et des préférences de sentiments ou des aversions en chacun. Sans vouloir écarter tout à fait ce moyen-là, il est permis de penser que ce que l'on appelle le style plat est sans doute orné, mais à l'insu du lecteur, de ces mots à puissance magique que l'auteur naïf répète pour son propre agrément. Encore passe s'il lisait tout haut ses œuvres, mais l'imprimé nettoie les mots de ses parures d'occasion. Et il est bon de dire, il sera bon aussi de répéter, que c'est pour l'imprimeur qu'il faut écrire. Et l'on aperçoit ici pourquoi un bon écrivain ne compte jamais sur un mot. Ce qui lui est propre, c'est de produire un grand effet avec des mots communs par l'assemblage. La vraie puissance des mots résulte donc de leur place et de leur union avec d'autres. Mais l'artifice se glisse encore là. Il est clair que si, contre l'usage de parler et d'écrire, on met un mot hors de la place où le lecteur l'attend, c'est encore une manière de souligner. Ce sont toujours les deux petits moyens. La prose, considérée dans sa pureté, tend toujours à détourner l'attention des éléments et à la reporter sur l'ensemble. Les mots ordinaires et les constructions communes sont ici la matière de l'artiste, et la fin est toujours de former, par la succession des mots liés, ce qu'on appelle des pensées. J'entends des rapports abstraits et explicatifs, comme de cause à effet, de moyens à fin, de substance à accident, rapport que la logique présente en système, d'après la grammaire universelle. Or, ce mouvement de pensée qui subordonne la partie au tout et recompose les êtres, élément par élément, selon les rapports vrais, est souvent remplacé dans la poésie et dans l'éloquence par le mouvement et par le rythme qui font que les mots se trouvent rapprochés selon cette loi extérieure et ainsi s'éclairent par voisinage. Disons que le lien de pensée est le seul soutien de la prose et que c'est toujours par là que la prose arrive à sa fin, que ce soit seulement de reconstruire ou que ce soit d'émouvoir et de plaire en évoquant et maintenant de fortes images. Le moyen propre de la prose est donc ce que l'on appelle assez bien l'analyse. La prose des savants est modèle par là, mais abstraite souvent et nue. La prose des grands écrivains, par la même voie, met l'imagination en jeu et parvient à la régler, rivalisant alors avec les autres arts et peut-être parvenant à les dépasser tous, mais sans jamais les imiter, ce que l'on remarquera en Montaigne, en Pascal, en Montesquieu et aussi dans Rousseau, quoique la prose de ce dernier auteur participe souvent un peu trop de l'éloquence pour donner un bon modèle à l'apprenti. De la poésie et de la prose. La prose n'est pas la poésie. Je n'entends pas par là qu'elle soit quelque chose de moins, avec moins de rythme, moins d'image et moins de force, mais bien qu'elle n'a rien de la poésie et qu'elle s'affirme en niant et repoussant tout ce qui est propre à la poésie. La poésie est soumise à la loi du temps, comme on l'a vu. Aussi doit-elle être entendue plutôt que lue. Le nombre y détermine d'avance des formes vides où les mots viennent se placer.
L'accord, le désaccord et finalement l'accord entre les mots et le rythme assure le nombre et y ramène l'attention. Un mouvement sans retour emporte l'auditeur avec le poète. La vraie prose, tout au contraire, doit être lue par les yeux, et non seulement elle est affranchie du nombre, mais elle repousse le nombre. En cela, elle s'oppose en même temps à la poésie et à l'éloquence. Ces principes sont cachés. Dans beaucoup d'écrivains, le mouvement oratoire revient trop souvent, car la prose est jeune encore et non assez purifiée. Toutefois, observons que dans les œuvres où le mouvement oratoire n'a point de raison, toute mesure de la phrase que l'on arriverait à prévoir choque aussitôt le lecteur, et c'est une faute de goût insupportable si les mots semblent choisis pour remplir un temps mesuré. L'art de la prose résiste à cet entraînement. Il faut que la terminaison y trompe toujours l'oreille. L'équilibre de la phrase veut que le mouvement y soit rompu sans cesse, de façon que l'attention ne se porte jamais au temps, mais reste libre toujours de s'arrêter et de revenir. Ce n'est pas un petit changement que cette lecture par les yeux et sans parole, qui est un signe si remarquable de la vraie culture. Une page de prose imprimée s'offre toute. Un œil exercé y saisit des masses, des centres et des accessoires. L'idée se montre et bientôt se détermine. Et les raisons de ce qui est d'abord posé apparaissent justement comme on les cherche. Aussi y a-t-il des traits dans la belle prose, des bonheurs d'expression et des surprises, mais sous cette condition que l'idée toujours qui la montre, un des secrets de la prose est de ne plaire que par l'accord imprévu entre les liaisons de mots et l'examen scrupuleux de l'idée. Au lieu que la poésie plaît d'abord et aussi l'éloquence est conduite à l'idée par le plaisir, on voit que la prose n'entraîne pas mais au contraire retient et ramène. C'est assez dire que la prose doit vaincre l'ordre de succession qui domine dans le langage parlé et qui s'affirme comme une loi formelle dans l'éloquence et surtout dans la poésie. Ainsi la poésie et l'éloquence ressemblent plutôt à la musique et la prose plutôt à l'architecture, à la sculpture, à la peinture, qui ne parlent que si on les interroge. Mais le lecteur est quelquefois inquiet de ne pas se sentir conduit. Il suivrait mieux ses coureurs passionnés, le corps toujours en avant. C'est pourquoi l'esprit spectateur ne va pas aisément de la poésie à la prose. Si les arts en repos ne l'y ont pas assez préparé. À défaut du rythme, il cherche les preuves, le résumé, la conclusion. Le devoir de juger sans aucun secours du raisonnement est ce qui étonne le plus l'affranchi. Aussi le lecteur de prose, comme un promeneur en terrain difficile, assure son aplomb à chaque pas. En bref, comme la vraie pensée ne force point, ainsi la vraie prose refuse d'attirer et de prendre. Je vois une belle pudeur dans ces cadences rompues. Aussi, dans cet art fait pour les yeux, tout ce qui sollicite l'oreille est en vérité de mauvais ton, et non pas seulement les mots qui n'arrivent que pour l'harmonie, mais encore dans une prose sobre, ces formules de même coupe et d'ampleur égale, ce sont des flatteries qui détournent. Aussi peut-on faire l'épreuve de la belle prose par la lecture parlée. L'art du lecteur n'y peut rien ajouter. De lui-même, il s'arrête, reprend, revient. La prose de Montaigne et celle de Stendhal sont sans doute sous ce rapport les plus purs. Un autre trait de la prose, par quoi elle s'oppose aussi à la poésie, c'est qu'elle ne vise point à un mouvement commun. Il est bien clair qu'une poésie veut mouvoir des foules et que le plus ignorant marche alors avec moi sans savoir où. En cela, la poésie dépasse l'éloquence qui parle évidemment à une foule d'hommes et l'évoque naturellement. La poésie est plus grande quand elle se fait solitaire, car tous les hommes l'écoutent ensemble toujours. La prose non, car par sa structure elle offre 1000 chemins, et chacun s'y plaît selon sa nature. Aussi fait-elle toujours silence et solitude, comme une statue que jamais deux hommes ne peuvent voir de même, au même moment. Aussi l'auteur semble écrire pour lui seul, au lieu que le poète veut plaire. Cela ne signifie point que la prose ne se plaise pas à elle-même. Au contraire, ce que l'on appelle si bien le bonheur d'expression semble convenir à cet art seul. Et comme un homme heureux attire et retient, sans y penser aussi une prose heureuse console mieux que la consolation du poète, toujours annonciatrice d'adieu et d'irréparable, par cette loi du temps. Disons que la prose détache les objets et les personnages de ce temps réel, où la poésie les fait mouvoir toujours et qu'ainsi elle est moins propre à représenter les jeux du destin, mais plutôt destinée en revanche à remonter les événements aux passions et des passions aux vraies causes. C'est par là que se distinguerait encore et même s'opposerait l'un à l'autre le poète et le romancier, quand ils peindraient les mêmes actions et les mêmes personnages, mais aussi une pensée sans art et presque toujours errante, et nous n'apprenons à penser que par ces fortes décisions que la forme en tout art nous impose. En ce sens, le beau est le juge du vrai.